Dans l'actualité de ce jeudi, drame à Carreuil-sur-Mer, un camion fou a écrasé un enfant devant sa maison familiale. Le chauffeur a aussitôt pris la fuite. Accident similaire à Sédhiou, une adolescente a été renversée sur la route de l'école. Vive tension sur l'axe Sénoba-Médina-Ouabdifa. Les élèves ont longtemps bloqué la route pour manifester leur mécontentement. Le logement nerf de la guerre à Dakar après la baisse du loyer en 2014. Certains bailleurs contournent la loi. Le président de la République souhaite une intensification des actions de régulation des loyers. Le ministre de tutelle n'est pas contre l'idée d'un observatoire de l'immobilier pour mettre de l'ordre dans ce secteur. On vous explique tout dans un instant. Ils se font entendre par tous les moyens. Les travailleurs de la SDE ont fortement perturbé la circulation ce matin sur la route du front de terre. Ils réclament 15% de la nouvelle société de gestion. Le partage des actions serait inéquitable selon eux. Et puis, c'est la journée internationale des villes aujourd'hui. Zoom sur celle de Saint-Louis, menacée par l'érosion côtière. Hélas, habitée également par l'insalubrité. Reportage à suivre. En sport, éliminatoire Cannes 2021, 3 bleus dans la liste de 24 joueurs du sélectionneur. 3 nouveaux dont le très prometteur Moussa Ndiaye. En Coupe du Monde U17, les Lionceaux s'offrent le luxe d'être qualifiés en 8e avant même la fin de la phase de poule. Retour sur une victoire mémorable face aux Pays-Bas hier, 3-1. Un camion roulant à tombeau ouvert a ôté la vie d'un enfant âgé environ de 6 ans. L'accident tragique a eu lieu à Carreuil-sur-Mer, comme vous le voyez sur ces images. Pris de panique, le chauffeur du poids lourd a pris la poudre d'escampette. Autre accident dramatique, cette fois à Sédhiou, à Saré Alpha, dans la commune de Faoun. Tension électrique après la mort d'une élève, Koumbaba, renversée par une voiture. Plus de détails avec Bakary Conté et Khalid Jamé. Koumbaba, 15 ans, élève au collège de Faoun dans le département de Bounkiling. Ce matin, lorsqu'elle se rendait dans son école, un véhicule particulier la renversa devant sa maison. Il l'a touché devant mon portail, ensuite il l'a jeté à plus de 50 mètres. Le chauffeur buvait de l'alcool. Lorsqu'il doublait les deux véhicules, il tenait une bouteille à la main, l'autre main était sur le volant du véhicule. Il circulait à toute allure, il était ivre, sinon il ne devait pas doubler les deux véhicules. Koumbaba, 15 ans, était mariée pendant les vacances. Son mari ne voulait pas qu'elle continue les études. Koumbaba, c'était une élève franchement très sérieuse, très assidue à l'école. Durant les vacances, c'était une fille qu'on avait mariée. Donc, son mari ne voulait pas qu'elle venait à l'école. Donc c'était cette situation-là que les gens étaient en train de régler. Elle est venue tardivement. De 2016 à nos jours, plusieurs accidents sont enregistrés dans la commune de Faoun. Au total, 18 morts. Les populations réclament l'implantation des dodanes. Nous avons enregistré plus de 15 accidents dans ce village de Saré Alpha. 11 personnes sont mortes et plusieurs blessés enregistrés. Plus de 11 personnes. Nous déplorons les multiples accidents notés dans la commune de Faoun. De 2016 à nos jours, nous avons enregistré 18 morts. Nous réclamons des dodanes, surtout près des écoles. Toutes les écoles sont sur la route. Les jeunes ont barré l'axe Médina-Ouabdifa-Sénoba. La circulation était bloquée pendant plusieurs heures. Ils ont brûlé des pneus, la mairie saccagée. Un jeune a infiltré les élèves, il a cassé les vitres de la mairie et il a tabassé un agent municipal. La gendarmerie a dispersé la foule par des grenades lacrymogènes. Le préfet de Bounkiling, accompagné de l'IF de Bounkiling, Cheikh Sidibé, sont sur les lieux pour calmer la population.
Merci Bakary. Depuis la rentrée en vigueur de la loi portant baisse des loyers à usage d'habitation, certains bailleurs ont appris à contourner les règles. Après les instructions du président de la République hier en Conseil des ministres, l'État n'exclut pas désormais des sanctions et l'idée d'un observatoire de l'immobilier pour réguler le secteur. Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. Entre plainte et complainte, le loyer à Dakar demeure l'une des principales préoccupations des populations pour alléger la souffrance de certains Sénégalais qui n'ont pas encore un toit. L'État du Sénégal avait pris des dispositions à travers la loi 2014-04 du 22 janvier 2014. 5 ans après, le président de la République, Macky Sall, revient à la charge. Une décision administrative, ça s'évalue de façon naturelle. Donc nous allons procéder à l'évaluation, voir est-ce qu'il faut modifier le dispositif, est-ce qu'il faut le renforcer, mais aussi voir est-ce qu'il ne faut pas aller radicalement vers la mise en place peut-être d'un observatoire de l'immobilier qui nous permet d'avoir les tarifs, les vrais tarifs, sur la base des évaluations immobilières, mais aussi un peu étudier le marché. Le constat est là. Certains bailleurs qui n'ont jamais respecté cette mesure. Le ministre Abdou Karim Fofana promet qu'après l'évaluation de la situation, des sanctions seront prises. Qu'il y a des personnes qui ont contourné les règles en essayant peut-être de résilier leur contrat, en refaisant d'autres contrats. Le rôle de l'État, c'est de toujours continuer les efforts en faveur des populations avec des revenus modestes, faire en sorte que le marché soit organisé et soit régulé. L'État du Sénégal veut maîtriser la situation du loyer d'abord, ensuite réussir son programme. Un Sénégalais, un toit. Plus on aura des logements accessibles, plus les Sénégalais pourront acquérir leur logement par le loyer mensuel qu'ils payent, moins on aura des Sénégalais qui iront s'installer dans des zones non planifiées. Donc c'est ça la politique du chef de l'État. Comment faire pour changer la donne? Une question qui interpelle les gouvernants et les bailleurs. La baisse du loyer devient un impératif si l'on sait que Dakar fait partie des capitales les plus chères du continent. Dans tous les cas, cher, la baisse du loyer constitue un échec depuis la mise en place de cette loi en 2014. À plusieurs reprises, le chef de l'État a demandé l'intensification des actions de régulation, mais aussi un rapport exhaustif. Hier, en Conseil de ministres, instruction a été une fois de plus donnée au ministre du Commerce, en rapport avec les ministres en charge des Finances et de l'Habitat, d'intensifier les actions de régulation des loyers. Mais au juste, que dit la loi? Alassane Ba. C'est un secteur à problème et pourtant la mise en place de cette loi avait insufflé un vent d'espoir chez les populations dans le besoin. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. L'État reconnaît l'échec sur l'application de la loi sur la baisse du loyer. Un rappel du président de la République formulé en réunion du Conseil des ministres, l'intensification des actions de régulation des loyers par la mise en place d'un dispositif consensuel et opérationnel réglementant les activités immobilières sur l'ensemble du territoire national. Demande faite à l'endroit du ministre du Commerce en rapport avec les ministres en charge des Finances et de l'Habitat. La requête est de 2016. En 2017, le président Sall exige un rapport exhaustif sur les effets économiques et sociaux de cette loi. Rien de fait, en tout cas par notre connaissance, mais aussi une relance des travaux de la Commission sur le suivi des loyers. Mais alors, où se situe là où les difficultés? Le coût du loyer est exorbitant, force est de le reconnaître. Seule une évaluation sérieuse de l'application de cette loi, des actions concrètes impliquant tous les acteurs concernés pourront résoudre cette question. Il faut le reconnaître, c'est une mesure à saluer qui contribue à accroître le pouvoir d'achat des populations si elle est respectée à la lettre et réduire la spéculation sur le marché de l'immobilier. La loi numéro 2014-03 du 22 janvier 2014 prévoit en son article premier, je cite, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le prix des loyers des baux à usage d'habitation à l'exclusion de ceux dont la fixation a été obtenue suivant la méthode de la surface corrigée sont baissés ainsi qu'il suit. Loyer inférieur à 150 000 francs CFA, 29%. Loyer compris entre 150 000 et 500 000 francs,
14%. Loyer supérieur à 500 000 francs, une baisse de 4%. Et toute violation de la présente loi expose son auteur aux sanctions prévues par la loi numéro 81-21 du 25 juin 1981, réprimant la hausse illicite du loyer des locaux à usage d'habitation. Merci Alassane. Et puis cette bonne nouvelle pour les co-résidents des HLM Mariste. Après 15 ans de bras de fer avec la SN HLM, un accord vient d'être trouvé entre les deux parties. Les habitants des appartements des HLM Mariste vont être relogés par la SN HLM dans un autre site. Un protocole d'accord est même paraphé dans ce sens pour un projet de reconstruction des logements démolis pour une durée de 4 ans. Plus de détails, Fatima Touré et Youssou Barro. Leurs exigences étaient très claires, être relogés dans un autre site où ils ne bougeront pas de leurs appartements. Après 15 ans de lutte, les co-résidents des HLM Mariste obtiennent gain de cause avec la signature d'un protocole d'accord avec la SN HLM pour un projet de reconstruction des logements. Pendant des années, il y a eu un combat, on s'est battu. On est là aujourd'hui. Je crois que le Tout-Puissant va nous aider à réaliser nos vœux. Et ces vœux, c'est quoi en fait? C'est de retrouver nos logements, d'avoir un projet. Et ce projet, monsieur le DG, monsieur Mbeng, nous allons travailler ensemble pour que vraiment ce projet sorte de sol. Le directeur général de la SN HLM se félicite de ce dénouement heureux. Pour lui, ce nouveau projet sera bénéfique pour les co-résidents des HLM Mariste. La prochaine étape, ce sera certainement le déménagement, ce sera certainement la démolition des immeubles, mais la véritable finalité, effectivement, c'est de parvenir à reconstruire sur le même site, et cette fois-ci en évitant ce qui nous est arrivé avec le projet actuel. Par ailleurs, le préfet de Dakar déclare que les questions sécuritaires étaient prioritaires dans ce problème. Toutefois, selon lui, l'État va accompagner les impactés. L'État sera là comme partenaire, comme facilitateur à côté de la SNHLM pour que ce qui a été connu, ce qui a abouti à ces difficultés-là, avec des immeubles réalisés en l'espace de quelques années qui ont connu une situation de vétusté regrettable, que cela ne se réitère pas. Un comité tripartite regroupant l'État, la SNHLM et les co-résidents sera mis sur pied pour voir comment mener à bon port le projet de construction de logements pour les co-résidents des HLM Mariste. Voilà, tout est bien qui finit bien. 15% du capital de la nouvelle société où la distribution de l'eau sera perturbée prochainement. C'est la menace des travailleurs de la SDE, un sit-in ce matin devant l'agence du Front de Terre. Ils ont déclaré entamer des procédures pour une grève générale. La manifestation a fortement perturbé en revanche la circulation dans cette zone. Maguette Soiré Diallo et Tierno Laurent Mendy. Ils sont catégoriques dans leurs propos. Rien que 15% des actions de l'entreprise qui aura acquis le contrat d'affermage, les travailleurs de la Sénégalaise des eaux ont donné le ton. Ce que nous réclamons, c'est 15% des actions de la future société. Qu'une bonne passation de service se passe entre la SDE et la nouvelle société. Le syndicat unique des travailleurs des eaux du Sénégal précise qu'il a alerté les autorités sénégalaises. La dernière rencontre qu'on a eue avec lui a marqué le blocage total parce qu'ils nous ont dit que le gouvernement du Sénégal est prêt à augmenter que 5% sur les premiers 5% que vous aviez. Au-delà du délai réglementaire d'alerte, ces travailleurs estiment que leur préavis de grève formalisé, les risques de coupure d'eau ne sont pas exclus. Sont prêts, comme vous l'avez dit, à aller à partir d'aujourd'hui en grève jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause sur ces actions. La Sénégalaise des eaux en eau trouble depuis quelque temps. En accroît Eliman Diouf et ses camarades, les 15% qu'ils réclament demeurent un combat légitime.
Et puis dans l'actualité sociale, retenez le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal alerte à nouveau. Sorosen et ses camarades craignent de nouvelles perturbations dans les écoles, les lenteurs administratives, l'inégalité salariale des agents de l'État, la surimposition, les retenues de salaire, entre autres mots MAUX des enseignants qui tardent à être réglés. Suivons là-dessus Sorosen avec Aminata Mbaresso et Youssou Baro. Le retard dans la mise en place d'un nouveau système de rémunération juste et équitable pour les agents de la fonction publique sénégalaise. Le retard dans le parachèvement du processus de dématérialisation des actes de la fonction publique pour mettre fin aux lenteurs administratives. Je dois le dire d'ailleurs pour le déplorer, nous avons été convoqués cette semaine avec Madame le ministre, le mardi passé avec le ministre de la fonction publique, pour qu'on puisse nous dire exactement qu'est-ce qui a été fait pour, à défaut d'anéantir ces lenteurs administratives, mais de les amoindrir, parce que toute la situation en termes de difficulté des enseignants réside dans ces lenteurs. Malheureusement, Madame le ministre était incapable de nous dire exactement qu'est-ce qu'elle était en train de faire pour que nous puissions en finir avec ces lenteurs administratives. La conjugaison de tous ces facteurs nous amène aujourd'hui à tenir la présente conférence de presse pour prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les menaces qui pèsent sur la présente année scolaire si le gouvernement du Sénégal ne respecte pas ses engagements. Et puis à l'image de Sénégal, notre priorité et les gilets rouges, des mouvements citoyens se mobilisent pour l'ouverture d'une information judiciaire sur les supposés détournements de deniers publics sans poursuite. Ces jeunes ont cité l'affaire des 29 milliards du Prodac, les 500 millions du coude, etc. À cet effet, une marche est prévue le 16 novembre prochain. Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. Des mouvements citoyens réunis pour dénoncer ces multiples détournements de deniers publics, des dossiers sans poursuite judiciaire, ils crient au scandale. Le présumé détournement de 6 000 milliards qui a failli faire un tollé national dans ce pays, c'est l'affaire Petrotim, dont on a épinglé le frère cadet du président de la République, Aliou Sall, mais aussi également le directeur général de la société Petrotim, Franck Timis. Et nous revendiquons justice à pour ce dossier. Détournement de 94 milliards que les politiciens ont l'intention de politiser. Dans ce lot de doléances figurent les problèmes sociaux. Avec toutes les difficultés des inondations, avec un système éducatif et un système sanitaire qui sont à terre, les populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Plus de 47 000 étudiants sont orientés dans le privé. Et ces étudiants restent 5 à 7 mois dans l'année sans faire cours pour une dette inférieure à 16 milliards. Ces organisations citoyennes donnent rendez-vous au peuple sénégalais le 16 novembre à une marche pacifique à la place de la nation. Nous vous demandons juste 3 heures de votre temps, 3 heures de temps, le samedi 16 novembre, de 15h à 18h, pour montrer à nos dirigeants que le peuple sénégalais s'est réveillé à jamais. De ce fait, nous vous proposons 20 points, dont 10 scandales de détournement de deniers publics. D'ici là, le Sénégal, notre priorité, les Gilets rouges, entre autres, continuent leur mission de sensibilisation pour inciter l'État à corriger ces manquements. Merci Maïmouna. Et puis des pêcheurs dénoncent la démarche des autorités dans la gestion des ressources. Ils estiment que les vrais acteurs ne sont pas impliqués dans la prise de décision. L'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal demande à l'État de protéger la ressource halieutique afin de mieux développer la pêche artisanale. L'UNAPAS a organisé une réunion avec ses membres à Mbour. Suivons leur porte-parole Mbakesek avec Abdourahmane Diallo. Aujourd'hui, ici, dans cette salle, vous avez les responsables des pêcheurs des différents sites de pêche du Sénégal, de Saint-Louis jusqu'à Kafountine. Parce que malheureusement, dans le secteur de la pêche, nous avons, je ne sais pas, est-ce qu'il faut les appeler des intrus, ou bien il y a des gens qui parlent à la place des pêcheurs alors qu'ils ne sont pas pêcheurs. Alors que l'acteur principal, l'acteur central de la pêche, c'est le pêcheur.
c'est par l'activité de pêche qu'on a créé beaucoup d'autres activités. C'est pourquoi nous appelons Madame le ministre à faire cette distinction. Nous espérons que bientôt, Madame le ministre nous fera l'honneur de nous recevoir pour rencontrer cette forte organisation dynamique qui représente les pêcheurs en activité. C'est pas normal que notre pays signe des licences avec des bateaux étrangers qui viennent piller nos ressources. C'est cela que nous dénonçons. Nous disons que nous n'avons pas suffisamment de poissons pour nourrir les Sénégalais. Donc que l'État arrête de signer des accords de pêche avec les bateaux étrangers. Mais que l'État surtout renforce la surveillance de notre zone économique exclusive pour que le poisson qui est là soit capturé par les pirogues sénégalaises et consommé par les Sénégalais. Le Saint-Louisien Madik Sek, allons justement à Saint-Louis le 31 octobre de chaque année et célébrer la Journée internationale des villes, une occasion saisie par la rédaction pour faire le zoom sur la ville de Saint-Louis menacée par l'érosion côtière. Darguet est aussi une ville où les ordures font leur loi. Hélas, les populations appellent à un changement de comportement. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Ce 31 octobre marque la Journée internationale des villes. À Saint-Louis, ville fondée en 1659, l'érosion côtière menace les habitations. À cela s'ajoutent les multiples agressions faites sur le patrimoine, des menaces réelles sur la vieille ville. Une ville comme Saint-Louis, une ville côtière, menacée de tous bords. Et là où il y a l'eau, il y a forcément les ordures qui montrent encore une fois l'urgence d'adapter nos politiques publiques à la réalité locale, à la réalité socio-économique, afin de prendre en compte les problématiques qui urgent nécessairement pour la population de Saint-Louis. Les berges sont menacées, c'est un désastre, je veux dire. Et pourtant, la ville de Saint-Louis faisait partie des villes les plus propres. Aujourd'hui, les ordures ont changé notre cadre de vie. L'administration doit jouer son rôle pour que les villes soient propres. C'est l'avis de El Hajissar. Les populations des villes doivent jouer leur rôle. Partout il y a des ordures, mais l'homme est à la base de tout cela. Donc il faut que la ville soit encore considérée pour faire face aux nombreux problèmes, surtout à l'érosion côtière qui menace Saint-Louis. Les Saint-Louisiens appellent à un changement de comportement. Ils ont également invité les autorités administratives à prendre les mesures idoines pour rappeler à l'ordre les fautifs. Et c'est-à-dire à l'endroit des autorités d'être beaucoup plus pragmatique, de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire de réussir l'aménagement déjà, de réussir ce qui est le fast-track dont on parle, qui n'est jusque-là qu'un slogan, mais que là se matérialise avec des actes concrets. La ville de Saint-Louis a plus de 3 siècles et demi, mais Saint-Louis reste toujours menacée par l'érosion côtière et sa population. Merci Ousseynou. Et puis retenez en bref, Mohamed Djibril Ouad succède au défunt maire Doudou Issa Niasse à la mairie Biscuiterie. Djibril Ouad a été élu ce jeudi par le conseil municipal de la commune de Biscuiterie. Avez-vous le réflexe de mettre de côté pour la génération future? La démarche n'est pas adoptée par tous les Sénégalais. En cette journée mondiale de l'épargne, des Gorgorlous affirment ne pas disposer d'une capacité d'épargne stable. Certains parmi eux éprouvent le désir et la nécessité, mais ils sont vite rappelés par la dure réalité de la conjoncture. Reportage Fatima Touré et Youssou Baro. Le 31 octobre de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'épargne. Au Sénégal, dans ce contexte marqué par la conjoncture, l'on se demande si épargner pour le futur de ses enfants est chose facile. Pour ce monsieur, c'est bien possible avec une bonne organisation. Épargner pour tes enfants, c'est bon. Si tu as de l'argent pour épargner, c'est bon. Parce que dans la vie, il faut préparer tes enfants. Parce que la préparation des enfants, c'est le devoir des parents. Ces enfants, quand ils sont nés, ça commence. Quand ils ont allé jusqu'à entrer à l'école, ça commence. Donc si tu l'épargnes, ça t'arrange. Ce vendeur, pour sa part, est catégorique. Son activité lui impose l'épargne. Par exemple, si l'activité marche bien, je peux gagner jusqu'à 20 000 francs par jour. Le cas échéant, je peux épargner les 10 000 francs. Moi, je n'ai pas de compte d'épargne. Mon argent, je le garde chez moi. Ce quinquagénaire pense autrement. De son avis, épargner semble impossible aujourd'hui compte tenu des nombreuses charges familiales.
Pour épargner, il faut d'abord disposer d'assez d'argent. Mais parfois, vous devez gérer votre famille et vos proches. Ce n'est pas évident. Les avis sont mitigés sur la question de l'épargne au Sénégal. Si les uns pensent que c'est bien possible, surtout pour assurer à sa progéniture un avenir meilleur, d'autres restent dubitatifs en évoquant la conjoncture. Merci Fatiba. Et puis un mot de culture avec la 3e édition de Dakar Music Festival prévue du 7 au 17 novembre prochain, qui a été lancé ce mercredi par les organisateurs à l'occasion d'une conférence de presse. Cet événement culturel a pour but de promouvoir la symbiose entre les musiques actuelles internationales et les musiques africaines, la danse et les performances artistiques. Écoutons à ce propos Sofiane Harar et Gaston Madera au micro de nos reporters. L'objectif du festival reste le même, promouvoir les cultures locales à travers les performances d'artistes locaux et permettre aux gens de Dakar et au peuple sénégalais de découvrir des artistes internationaux. Donc pour cela, on invite plusieurs artistes internationaux. Un grand concert au Monument de la Renaissance africaine le 8 novembre qui commencera à 18h. On a essayé de faire les tarifs les plus bas possibles. Les préventes sont à 3 000 francs sur réservation et les places seront à 6 000 francs sur place. Donc on reste vraiment accessible à tout le monde. C'est le but, c'est un festival. On veut que tout le monde puisse y assister. L'actualité sportive éliminatoire Cannes 2021, 24 joueurs sont sélectionnés par Aliou Cissé. La liste enregistre 3 nouveaux venus dans la tanière. Il s'agit de Mohamed Nabissar, Baba Thiam et le très jeune prometteur Moussa Ndiaye. Plus de détails avec Mamadou Ndiaye. Peu de changements dans le groupe qui a joué face au Brésil. Aliou Cissé a tout de même fait appel à 3 nouvelles recrues dans la tanière. Il s'agit de Baba Thiam, de Kassim Passa en Turquie. L'attaquant sénégalais compte déjà 4 buts en 9 matchs. Nabissar qui évolue à Charlton en Championship en Angleterre. Et Moussa Ndiaye, meilleur joueur lors de la finale du tournoi de l'UFOA. Ces 3 joueurs qu'on vient de convoquer, que ce soit Nabissar qui est à Charlton. C'est un garçon que je connais depuis très longtemps. Il est axe gauche, défenseur central gauche. Aujourd'hui, si Charlton se porte bien, je peux dire en grosse partie, c'est dû à ses performances aussi derrière. Moussa Ndiaye, c'est un jeune joueur aussi que je connais très bien depuis les U20, Cannes U20, Coupe du Monde U20. Aujourd'hui avec l'équipe locale, c'est un signal fort aussi que j'envoie au championnat local à ces joueurs locaux de comprendre que la porte ne leur est pas fermée aussi. Baba Thiam, ça fait depuis 3 ans qu'on le suit. Il était à Waregem. Il a manqué de stabilité sur ces dernières années, mais depuis cette année, il est revenu en Europe, il est en Turquie, il fait de très bonnes choses. Un garçon qui a une certaine polyvalence, c'est intéressant, capable de jouer attaquant de pointe, capable de jouer aussi excentré gauche, capable de jouer excentré droit. Donc c'était important de le convoquer, de voir parmi tant d'autres joueurs qu'est-ce qu'il va donner aux entraînements et quel est son état d'esprit dans le groupe. Une première journée des éliminatoires qui sera très serrée pour les Lions. Le Sénégal reçoit le Congo et va effectuer le déplacement pour Eswatini juste après. Aliou Cissé déplore la programmation. Je tenais quand même à dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette date du match, du 13. Maintenant, la CAF nous oblige à jouer le 13, on s'y plie. Mais je voudrais le dire ici, cette date du 13 ne nous arrange pas. Quand on a une fenêtre de date FIFA du 10 au 19, je ne vois pas pourquoi on devrait jouer le 13, d'autant plus qu'il y a d'autres nations qui jouent le 14. La programmation qu'on avait prévue, c'était de pouvoir jouer le vendredi 15, voyager le 16 et pouvoir jouer le 19 contre Eswatini. Le regroupement des Lions est prévu le 10 novembre prochain. Le match contre le Congo est prévu le 13 novembre. À Thiès. Et en attendant ce match, leurs petits frères des U17 ont brillé hier, vainqueurs des Pays-Bas, 3-1 lors de leur 2e sortie. Les Lionceaux du Sénégal sont en 8e de finale avant même la fin de la phase de poule. Cher Sadibou Diarra et Pape Sangoné Baye.
Le Sénégal, grosse sensation de ce début de Coupe du Monde au Brésil. 2 victoires en autant de sorties, 7 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Une efficacité sous-tendue par une capacité de réaction. La préparation n'y est pas étrangère. Et très talentueuse parce que quand une équipe marque 2, 3, 4 buts par match, c'est parce qu'elle a du talent. Et c'est une équipe qui s'est très bien préparée depuis pratiquement 5 mois plus tôt. Sur les 2 matchs qu'on a eu à disputer, le Sénégal a été mené au score. Mais les jeunes ont su puiser sur les ressources mentales pour renverser carrément la tendance avec la manière. Ça veut dire que c'est une équipe qui a du mental, qui a du caractère également. L'autre force de cette équipe-là, c'est l'interchangeabilité de ces joueurs-là. On a vu très souvent des joueurs qui sortent du banc et qui font la différence comme Baldé. Les Lionceaux traînent toutefois une lacune depuis le démarrage de la compétition. Encaisser un but dans les toutes premières minutes du match, un défaut qui peut être fatal. C'est sur ce point-là que l'entraîneur Malick Daaf doit s'appuyer pour avoir une équipe beaucoup plus compacte. Je pense que c'est l'aspect sur lequel il doit travailler. C'est un manque de concentration qu'il faudra corriger parce que dans le haut niveau, ça se cache face à des adversaires beaucoup plus calculatrices. Déjà qualifié pour les 8e de finale, la sélection cadette peut nourrir plus d'ambition. Il faut y aller mollo, prendre les matchs après les matchs, comme disent souvent les entraîneurs. Mais il ne faut pas se fixer d'objectifs d'emblée. Il ne faut pas se fixer de plafond de verre. Il ne faut pas se fixer de limites. Il faut aller le plus loin possible tout en sachant que on joue à armes égales avec les autres nations. En attendant, le Sénégal peut réaliser le carton plein en phase de poule. Les Lionceaux défient pour leur 3e rencontre du groupe D, les Japonais, ce samedi à 23h. Voilà, merci beaucoup cher. La page sport qui met un terme à cette édition. Le sport qui n'est pas forcément l'affaire de Binta Diallo, mais elle prend le relais avec vous, Aram Touré. Vous recevez le président de l'amicale des administrateurs civils. Merci bien.